l'ermite Montan entre légende et histoire. Saint Montan, Montanus en latin, naquit en Germanie vers la fin du IVe siècle. D'une famille noble et illustre, il fut formé dès sa plus tendre enfance à la piété et à la pratique des vertus chrétiennes. Devenu orphelin, il distribua sa fortune aux pauvres et décida d'aller en Lorraine pour y vivre dans la solitude et le dénouement. Il y passa la plus grande partie de son temps en prière, contemplation et pénitence. Une voix céleste lui dit d'aller rencontrer le comte de Laon et son épouse et de leur annoncer qu'ils allaient avoir un fils qui deviendrait un jour Saint Rémy, évêque de Reims. C'est ce qu'il fit. Sa réputation de sainteté augmentant de jour en jour, Montan, craignant de ne plus pouvoir vivre dans la solitude, quitta la Lorraine et partit à la recherche d'un endroit encore plus retiré. Il se dirigea vers le midi de la France et décida de s'installer au fond d'une vallée étroite et inhabitée, appelée plus tard le Val-Chaud ou la Sainte-Baume. Il y avait de l'eau, calme et solitude à l'époque, et un abri dans une grotte. Au début, tout se passa comme prévu dans la solitude, au rythme des prières, de la contemplation et de la pénitence. Puis un jour, des chasseurs découvrirent sa présence et de retour chez eux, répandirent la nouvelle de l'existence d'un saint ermite dans la colline. À nouveau, la renommée de Montan se répandit jusqu'à parvenir aux oreilles de Saint Rémy, devenu, conformément à la prédiction, évêque de Reims. Celui-ci décida alors de venir voir Montan et, au passage, l'invita l'évêque de Viviers à venir avec lui. Le chemin étant trop difficile, ils ne purent monter jusqu'à la grotte où s'abritait Montan, et leur rencontre a eu lieu à l'endroit où sera construite bien plus tard la chapelle de Sainte-Samantha. Quelque temps après, on proposa à Montan de devenir évêque de Viviers, ce qu'il refusa. De plus en plus de visiteurs venaient le voir, troublant sa solitude. Il décida alors de partir discrètement et retourna dans le diocèse de Laon et y poursuivit sa vie d'ermite jusqu'à son décès en l'an 497. Église de Larnas. Église modeste, mais d'une réelle qualité architecturale, tant par la pureté de ses lignes que par le soin apporté à la taille des matériaux. Cet édifice peut être daté de la première moitié du XIIe siècle. Les églises romanes étaient souvent dédiées à Saint-Pierre. C'est le cas de l'église de Larnas, près de laquelle la montagne s'appelle le Cerf de Pierre, qui, par l'erreur d'un employé du cadastre, est devenu le Sang de Pierre. Cet édifice serait d'origine monacale, bâti par des moines bénédictins de Cruas qui étaient chargés de l'administration religieuse de tout le plateau. Ces derniers avaient à Eylieu une résidence de 7 à 8 religieux. Des pierres enchâssées à motifs carolingiens évoquent sans doute un premier édifice. La présence d'un curé à Larnas en 950 est évoquée par des écrits. De même, la signature de l'architecte Stéphanus, qui vécut au IXe siècle, est gravée à l'intérieur de l'église. L'abbé Arnaud, historien local, se demande par ailleurs si l'église n'aurait pas été construite sur l'emplacement d'un temple païen.
Abandon et restauration du bourg, 1880 à nos jours. En 1880, les habitants du bourg partent près de leur lieu de travail, majoritairement de terres agricoles, et emportent des matériaux chers, tuiles, poutres, pierres d'angle, pour construire leur nouveau logis. Jusqu'en 1970, le vieux bourg était principalement laissé à l'abandon, laissant les plantes envahir les ruines et les murs s'effondrer. En 1970, le vieux bourg n'est plus qu'un amoncellement de pierres. Une partie des villageois restants décide alors de le restaurer en créant l'association des Amis de Saint-Montan. Cette association à but non lucratif, avec l'aide et l'accord de la mairie, commence alors le travail de déblayage des ruines et de récupération des terrains. La majorité des propriétaires leur céda leurs biens pour peu, voire pas d'argent. Pour la minorité qui refusa, l'association et la mairie sont allées en justice pour les récupérer. À l'issue de ces procès, une convention a été signée par les belligérants et l'association devint propriétaire des terrains. L'association effectua en parallèle et avec l'aide d'historiens bénévoles la recherche de documents décrivant le bourg avant son abandon. Cartes, croquis, plans. À la suite de cela, l'association eut la totalité des documents nécessaires pour reconstruire l'ensemble du bourg à l'identique. Depuis 1970, plus de 10 000 bénévoles ont œuvré sur les chantiers pour reconstruire le tout. Les maisons reconstruites sont ensuite louées à des particuliers par l'association et l'argent récolté sert à financer les chantiers suivants. Le financement vient majoritairement de l'association, ne pouvant recevoir d'aide de l'État car aucune partie du village n'est éclatée. On peut différencier les parties restaurées des parties originales par la couleur de la pierre, grise pour les anciennes et jaune-orangé pour les plus récentes.